Bonjour, monsieur le journaliste. Chaîne YouTube, Congo TV, professeur Moussa Balabala, qui est cette personne? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci d'abord de m'avoir fait cet honneur, invité. Merci beaucoup. Et ensuite, merci aussi pour la question que vous me posez, celle de m'identifier en fait. Qui suis-je? Eh bien, je suis un Congolais, né dans ce pays, il y a environ 80 ans. Je suis universitaire, j'ai travaillé dans quelques entreprises telles que la SNCC et puis au ministère du Plan, jusqu'au moment où, en 1982, il y a eu création de l'UDPS et que j'étais impliqué, poursuivi, alors que j'étais poursuivi en 1978 lorsqu'il y a eu le procès, on a connu dans ce pays le procès Kaloumé Amba, qu'on appelle aussi procès de terroristes. J'étais là-dedans, j'en suis sorti, et à partir de ce moment-là, vous comprendrez que le président Mobutu n'était plus mon ami. Donc, je ne pouvais pas tout seul, je ne pouvais rien faire, mais j'ai eu l'opportunité d'être en contact avec le fondateur de l'UDPS, notamment les trois têtes qui étaient les têtes d'affiche, à savoir Zaloula, Tshisekedi et Makanda. Je connaissais personnellement et d'ailleurs, tu savais dire que je venais voir l'autre qui sorti du procès Kaloumé en bas. J'étais sur le plateau. Le professeur, pour m'encourager, et lorsque les DPS a commencé, bien sûr, j'étais avec eux en juin 1982, comme on m'appelait en tant que journaliste. Il y a eu semblant de procès à la CNF, et des arrestations massives. C'était donc le sauve-qui-peut. J'ai dû me sauver, je suis allé me réfugier au Congo-Brazzaville. Certains étaient arrêtés, d'autres étaient tués, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler avec eux. Et ils ont fait de moi représentant de l'UDPS au Congo-Brazzaville. On a abattu un travail de titan pour faire parler l'UDPS ici à Kinshasa. Donc, envoyer des copies de la presse étrangère que le professeur Duponda nous a envoyé sur place ici, et puis des bics qui sont sortis avec la mention tenez bon l'UDPS de l'État. J'ai fait tout ce travail-là, faire entrer tout cela ici au Congo. On a créé des groupes de contact, dont notamment le groupe G8 et notre frère Muntuntu, actuellement euh, réfugié à Anvers, Belgique. Donc on a fait tout ce travail-là et les 13 ont été vraiment contents. Et ensuite, j'étais poursuivi moi-même pour tout cela et je devais quitter le Congo-Brazzaville, sommet de quitter le Congo-Brazzaville. Heureusement, le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, a accepté, a contacté les pays étrangers et les Pays-Bas ont accepté de m'accueillir comme leur invité. Ainsi qu'en 1986, avec toute la famille, nous sommes allés aux Pays-Bas. J'ai continué à travailler toujours pour l'UDPS, comme toujours, et jusqu'au moment où nous sommes arrivés en 1987, comme vous le savez, en 1987, il y a eu ce qu'on appelait les accords de Badolité, c'est-à-dire les 13 avaient signé pour carrément rentrer au détail, c'est-à-dire devenir, n'est-ce pas, membre du MPR. Et ben, il y a eu Tshisekedi qui a dit non, en dernière minute, l'Europe d'ailleurs, c'est ainsi qu'il s'est détaché des autres et il a fait son premier périple nord-américain aux États-Unis et puis au Canada. Et de retour de ce périple-là, puisque je devais tout faire pour qu'il ait le visa de retour en Europe, il l'a fait et il a eu ce visa et il est rentré directement aux Pays-Bas. Bon, nous l'avons reçu avec des combattants, il y a des images. Et ensuite, on l'avait conduit en Verse. Et après, au mois de janvier, donc, il a décidé de revenir au pays. Et là, il était seul. Il a organisé ce qu'on a suivi ici au niveau du pont Kaby, c'est-à-dire
affronter le pouvoir, et il n'était plus avec les autres membres de l'exécutif. Il était seul, et des combattants, oui, qui étaient derrière. Et c'est ainsi que le personnel est devenu l'homme le plus populaire de l'UDPS. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire sur cet épisode-là de l'UDPS et de moi-même, etc. Donc, mon retour, mon voyage aux Pays-Bas m'a permis de m'affirmer sur le plan scientifique, de faire d'une pierre deux coups, comme on dit, tout en étant combattant très engagé. Et j'ai pu préparer un doctorat. Et je l'ai décroché, j'ai présenté ma thèse. Le 19 mai l'an 2000, j'ai eu le grade de docteur en sciences économiques, PhD. Donc, et après ça, j'ai décidé de rentrer au pays pour servir le pays, effectivement. Et je suis allé dans l'enseignement en Bujumaï parce qu'il n'y avait pas de professeur. Donc, mon épouse, mémoire, professeur, et nous allés encadrer les jeunes gens. Et c'était bien vu, bien accueilli, n'est-ce pas, par les parents. C'était pour servir la nation. Là, grosso modo, de manière ramassée, oui. La province du Kassai oriental, comme vous le savez, c'est une province de tout le temps enclavée, et d'où les approvisionnements sont difficiles. Pas pour avoir les produits manufacturés, donc les gens doivent faire des distances, doivent amener ça de l'extérieur. Or, il se fait que la seule voie qui nous sert de manière assez acceptable, c'est la voie ferrée. Et cette voie ferrée, comme vous le savez aussi, a beaucoup de difficultés. La SNCC, je veux dire, a beaucoup de difficultés. Donc, cela aggrave la situation, n'est-ce pas, du secteur local. Mais il faut dire que grâce au dynamisme, n'est-ce pas, de nos hommes d'affaires, des hommes économiques là-bas, eh bien, ils se débrouillent tant bien que mal pour faire venir sur place tout le nécessaire. Cela n'empêche, il faut voir que suite à cette situation difficile, on constate au Kassai oriental, il y a beaucoup de gens, il y a un exode massif de jeunes gens, et même des adultes, qui fuient tantôt la misère, la famine, tout cela, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'emploi, on n'en a pas créé. Les jeunes gens que nous formons, ils sont là, nombreux, et vous les croisez dans les rues, oui, on cherche encore, on cherche encore. Donc ça fait que sur le plan social, la situation est difficile. Il faut le dire, c'est très difficile, et cela explique naturellement l'exode massif des gens qui partent les uns au Shabbat et d'autres qui viennent ici à Kinshasa, ainsi de suite. Tous les jeunes gens qu'on appelle ici les Wewa, hein, pour la plupart, ils viennent du Kassai oriental ou du Kassai tout court, même du Kassai occidental. La situation est difficile, on est tenté de traverser dans notre province. Néanmoins, il faut dire que pour le moment, le gouvernement actuel a fait des efforts. Ça, il faut les reconnaître. J'ai trouvé, n'est-ce pas, des routes asphaltées au grand bonheur de la population. On voit des lampes dans les rues. Les gens sont contents pour les actes. Je veux dire, l'université à laquelle j'appartiens, l'université officielle de Bujumaï, est en construction. On est maintenant au premier niveau. Ça se voit, c'est visible. Les hôpitaux de Moya sont en construction. Quelques écoles aussi sont construites. C'est palpable. Donc ça, oui, quand même, merci pour pouvoir décider de faire tout cela. Et les gens sont contents pour ça, mais les emplois restent un grand problème. Donc ça, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Donc, oui.
Oui, la sécurité, ça va tant bien que mal. Non, non, pas tellement de sécurité. Il y en avait, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Les journalistes, un État reste un État. Quand un État décide, n'est-ce pas, hein, je crois qu'il faut tempérer, il faut suivre, parce que l'État est plus fort que notre système. Alors, la modernisation de l'aéroport, c'est un fait. On a décidé, le gouvernement a décidé de faire le rapport de Bitomba un aéroport international. C'est pour notre bien, notre bien commun. Par conséquent, c'est nous les bénéficiaires. Donc, cela entraîne comme conséquence, comme vous le dites certainement, le déguerpissement des populations riveraines. Ça va de soi. Mais malheureusement, en pratique, cela ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dédommagés dans des proportions acceptables. Hein? Les gens qui ont investi connaissaient très bien la situation des musulmans et d'où nous venons. Hein, c'est la population seule qui a construit les musulmans. Quand les pays sont partis, les musulmans c'était un territoire. Aujourd'hui, c'est une province, au même titre que d'autres provinces, n'est-ce pas, laissées par les Belges. Et c'est construit par la population. Alors, ces gens qui se sont démenés, et à quel prix ils construisent un mouvement, ils ne seront pas comme ici à Kinshasa. Quand on sait qu'un sac de ciment, hein, va parfois jusqu'à 50 $. Hein, donc, il faut serrer la ceinture pour construire un mouvement. Alors, les gens construisent. Donc, on construit avec beaucoup de difficultés comme ça. Aujourd'hui, ils se voient dehors ou obligés de quitter leur parcelle. Ça fait mal au cœur, c'est vrai. Mais si on pouvait au moins les indemniser convenablement, cela pouvait quand même atténuer les choses. Donc, de la manière qu'on les a traités, ce n'est pas du tout correct. Du tout correct. Pas du tout correct. D'où il y a les chiffres que vous avancez, celui de 37 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y en a qui passent la nuit à la Belle Étoile. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, j'ai vu ça et c'est tout à fait acceptable. Je crois que non, le gouvernement ferait mieux, n'est-ce pas, de revoir vis-à-vis des personnes déguerpies. Il faut que le gouvernement augmente le volume de services. Il faut que les gens puissent se déplacer dans de bonnes conditions. Beaucoup, on peut dire beaucoup. Je connais le quartier. Pendant la campagne, lorsque j'étais candidat, j'allais dans ce coin-là pour battre la campagne. Je connais des gens individuellement. Bon, et ces gens-là sont maintenant à la Belle Étoile. Ça fait mal au cœur. C'est ça. Donc, il faut que le gouvernement revoie un peu sa position. Merci beaucoup pour la question, mais je n'aimerais pas répondre directement. Je suis pour ou je suis contre. Permettez que je puisse d'abord un peu essayer d'apporter un peu d'éclairage, hein, parce que la mission, je l'avais aussi un peu pédagogique, hein, que la population puisse comprendre de quoi il s'agit. D'abord, par définition, la constitution d'un pays, c'est un acte fondateur. Hein. Cet acte fondateur définit la vie dans notre société. Comment est-ce que nous voulons que la société soit? Et là-dedans, il y a deux points clés. C'est bien entendu les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Ces deux points sont consacrés. Donc, une fois que la Constitution est adoptée, soit par voie référendaire, soit par le Parlement réuni en congrès, eh bien, d'office, la Constitution s'applique à tout le monde. Personne n'est au-dessus de la Constitution. Et ça, nous devons bien le comprendre et nous devons bien l'appliquer. C'est un cas. Et puis, de quelle Constitution parle-t-il ici? Nous avons tous appris qu'il y a la Constitution selon les lois coutumières, et puis il y a la Constitution écrite. Quand c'est coutumier, ce n'est pas écrit. Et quand c'est écrit, hein, vous voyez, hein,
Le droit écrit et le droit oral, c'est pas la même chose. Donc, ces deux types-là. Bon, s'agissant maintenant de la révision, est-ce qu'il est permis de faire la révision d'une constitution? Oui, il faut retenir que la constitution est révisable. On peut revoir la constitution. Mais dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Eh bien, la révision, cela revient des droits au président de la République. C'est le président qui peut proposer des projets de révision de la Constitution. Cependant, il ne suffit pas de le proposer, il doit motiver, il doit justifier pourquoi revoir la Constitution. Quelles sont les circonstances ou les conditions pour qu'on puisse revoir cette Constitution? Pourquoi? Parce qu'il doit convaincre la population qu'il a élue. Il doit convaincre la population. Donc, c'est le bien fondé de la révision. Mais sinon, c'est son droit de proposer la révision. Alors, s'il convainc la population, eh bien, il va le faire soit prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou convoquer, n'est-ce pas, le Parlement réuni au Congrès. Ça, nous ne sommes pas encore là. Pour le moment, c'est une idée qu'on a lancée. Si je comprends bien. Le président a lancé une idée que pour certaines raisons, on doit revoir la Constitution. Et naturellement, cela a soulevé un tollé. C'était normal. Un tollé, oui, dans la population. Tout le monde n'est pas de son parti politique ou de son obéissance. Donc, il faut que les gens s'expriment, nous sommes en démocratie. C'est ce qui est en train de se faire. Les gens protestent. Pourquoi il y a beaucoup de choses à faire dans le pays. Pourquoi parler de la révision de la Constitution? Il y a la guerre, il y a petites choses. Ben oui, le social, voilà, non, c'est une façon de justifier son incapacité. Il veut distraire les gens. Ben, tout ça, c'est bien beau. Mais seulement, ce qu'il dit n'est pas faux. C'est dans ses prérogatives. Ça, il est autorisé à faire cela. D'accord. Mais lorsque maintenant, il va faire un pas supérieur, c'est-à-dire l'étape où il va maintenant convoquer la population, toutes les crises de la population, pour se pencher sur la question de la révision, dans ce moment-là, il va nous sortir les raisons pour lesquelles nous devons revoir notre. Si ce n'est pas convaincant, eh bien, nous sommes en droit de dire non. Nous sommes en droit de dire non. Mais si oui, ok. Non. Cependant, je crois que la population ou la plupart des réactions que j'ai pu enregistrer personnellement sont surtout fondées sur deux choses. C'est quoi? C'est sur le nombre de mandats et c'est quoi? C'est sur aussi la durée. Voilà. C'est surtout sur ce deux-là. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, il veut, n'est-ce pas, s'éterniser au pouvoir, comme tel l'a fait dans tel pays, etc. On connaît les conséquences là où ça s'est passé, dans ce pays-là, qui n'est pas nécessaire de citer ici. Donc, on sait ce qui est arrivé. Mais ça, c'est lui prêter des intentions. Jusqu'à présent, du moins, ça, c'est lui prêter des intentions. Le jour qu'il le dira, eh bien, nous allons dire non pour ceux qui sont contre, et les autres diront oui. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Donc, moi, je ne peux pas dire maintenant, là, je suis pour la révision ou je suis contre la révision. Non, j'attends venir le moment, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que je prendrai position. Révision ou le changement. Quand on revoit, je ne le défends pas. Je n'ai pas cette information. Moi, je me réfère à ce que le président de la République a dit. Oh non, ce sont des irresponsables. Ils n'engagent pas le président de la République. Donc, moi, je crois que nous devons tout simplement suivre ce qui est sorti de sa propre bouche, la révision. Lui a parlé de la révision. Et puis, avant d'arriver à la révision, il y a des étapes qui doivent éclaircir à la population. Ok, pourquoi la révision?
Vous faites allusion ici à la révision de 2006. 2011. Non, non. 2006. Vous avez parlé de 2006, non? Voilà. Et c'est la première fois qu'on la Constitution dans notre pays. Pas du tout. Souvenez-vous, nous accédons à l'indépendance. Les Belges laissent la loi fondamentale, n'est-ce pas? Nous fonctionnons avec la loi fondamentale. De 1960 à 1964. Le président Kasavubu, en 1964, propose que nous puissions, ou qu'on puisse mettre au point une constitution authentiquement congolaise. Ça s'est passé à Dolombourg, qu'on appelait la constitution de Dolombourg. Dolombourg qui était pressenti d'ailleurs la capitale, n'est-ce pas, de ce pays, à cause de sa position géographique. Bon. Après le président Kasavubu, il y a eu le président Mobutu. Faut-il le rappeler? Ce qu'il a fait lui aussi, avec le MPR, c'était une autre constitution. Il parlait du MPR, parce qu'il fallait le MPR, c'est le MPR qui était au pouvoir. Après, Mosé est arrivé. Qu'est-ce que Mosé a fait? Et puis son fils. Ne parlons pas. Donc c'est pour dire que c'est un fait tout à fait courant. On a eu 5 présidents, nous tendons maintenant à la 5e révision. Vous comprenez? Donc, les arguments ne manquent pas. Ils vous diront toujours à cause de ceci, à cause de cela. Bon, ça ne manque pas, ça ne manque jamais. Vous comprenez? Le pire serait que cette constitution-là soit personnalisée. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, tailler la constitution à l'auteur ou à la mesure de l'homme qui est au pouvoir. C'est ça qui est mauvais. Et ça, je suis certain que les Congolais ne l'admettront pas. La constitution doit être impersonnelle. Elle est impersonnelle de tout le temps. Elle doit être impersonnelle. Donc, des mauvais, et c'est des mauvais, c'est de vouloir, n'est-ce pas, dire voilà, c'est bon ou rien. Tant que cela, c'est ma constitution. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Alors, je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas à s'inquiéter. Attendons ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et le peuple est assez majeur. Ah oui, oui, oui. Pour se prononcer aussi librement. Voilà. Non, monsieur, pas jusque-là. Voilà. Mandat renouvelable une fois. OK. C'est dans la Constitution. Si on voit la Constitution, il faut que cela continue à exister. Mais si on voit non, comme j'ai entendu certaines voix se lever et dire que non, 5 ans c'est trop peu, il faut mettre 9 ans. J'ai entendu des choses comme ça. Mais non, mais ça c'est 9 ans. Le président au pouvoir pendant 9 ans. Vous comprenez? Ça, c'est ça. Il a 18 ans. Ah non, écoutez, c'est pas ça. Ça, ce sont des aberrations, à mon avis. Donc, on n'ira pas jusque-là. Attendons voir. Mais l'idée en soi n'est pas mauvaise. Parce qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas acceptables. Ça traîne la longueur, au nom de la paix, des pays qu'on a cités, normalement, doivent venir jusqu'à 300 km à l'intérieur du Congo. On va élargir, certainement. On ne peut pas accepter de tels articles, non, non. Et j'ai même entendu, j'ai suivi un responsable rwandais dire non, les Congolais, on ne les comprend pas. Ils ont accepté et c'est même consigné dans leur constitution. Pourquoi maintenant ils ne veulent pas appliquer ça? Alors, des fois, on s'est demandé qui a écrit cette constitution-là. Ça s'est passé où que le Congolais accepte des choses comme ça? Donc, ça sont des choses qu'il faut. Hein, là, les Congolais sont d'accord. Mais leur dire que voilà, et maintenant, il faut 9 ans, ou bien il faut. Ça n'accepteront pas. Je ne dirai pas. Pourquoi? Parce que Museveni et Kagame, ce sont les 2 présidents qui compliquent un peu la vie à l'Est. Ils sont impliqués dans tout ce qui se passe, de mauvais. N'oubliez pas ce qui s'est passé à Kisangani, hein, entre les 2 pays. Hein. Ils se sont battus à 2 reprises. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait le leadership
ici chez nous, le Rwanda voulait être le leader, l'Ouganda ne voulait pas entendre de cela, ils se sont tirés dessus. Mais les victimes étaient congolaises. Ça, c'est pas ça. Alors, de tels gens, déterminés coûte que coûte, à s'accaparer d'une partie de notre territoire national, moi, personnellement, je ne peux pas me fier à... Non, non. Je crois, mais bon, la diplomatie et même la politique, nous disons, à ses règles. Hein. Et quand on vous approche, peut-être qu'il faut par courtoisie y aller, mais sans renoncer à ce qui nous est cher. Voilà. Donc, on parle un langage diplomatique, oui, d'accord, mais fiable, non, 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 non. Je ne peux pas compter sur ces gens-là. Non. Vous savez, c'est quoi un budget? Il faut d'abord mettre la tête, c'est quoi un budget? Donc, c'est un document, n'est-ce pas, qui a deux volets. Le volet recettes, le volet dépenses. Donc, le volet recettes, c'est le plus important. Eh bien, ce volet-là détermine nos possibilités. C'est que nous, en tant que pays, nous pouvons espérer réaliser au cours, n'est-ce pas, d'une période donnée, d'une année budgétaire. Qu'est-ce que nous pouvons produire? Qu'est-ce que nous pouvons produire? Maximum 18 milliards. C'est ça, non? Plus on ne peut pas. Maximum 18 milliards. C'est ça. Bon, réaliste ou pas? Certainement pas. Nous avons beaucoup de besoins. On fait face à presque tout et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines. Hein? On a besoin d'un budget peut-être colossal, même de 50 milliards. C'est possible. Mais est-ce que nous pouvons, nous, Congo, actuellement réunir 50 milliards? Certainement pas. Il faut faire la politique de ces moyens. Réaliste, pas mais c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'on peut avoir. Ça. Donc maintenant, il y a le problème de gestion, il y a le problème de dépense de ce budget. Hein? On parle de 18 milliards, est-ce qu'on va décaisser les 18 milliards? Ah. Est-ce qu'on va affecter ce budget-là aux postes, n'est-ce pas, qui sont retenus dans le budget même? Est-ce qu'on va le faire? Je ne crois pas. Je me rappelle d'un cas quand je faisais ma thèse, on parlait de l'agriculture à l'époque, une priorité des priorités et tout cela, et le budget était de 5% en prévision. Mais en pratique, il n'atteignait même pas 2%. Même pas. Pendant toutes les années, même pas 2%. C'est là le grand problème. Donc s'il n'y a pas de discipline, eh bien, on peut même injecter beaucoup d'argent là-dedans, mais les résultats seront toujours maigres. C'est ça. Je crois que le problème n'est pas là de volume, mais on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Hein, tout comme nous assistons à des situations telles que on a parfois beaucoup d'argent. Tous les détournements auxquels nous assistons ici, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ces détournements? C'est ça. Donc le problème n'est pas là, le problème c'est au niveau de gestion. Voilà. Il faut qu'il y ait une gestion transparente et sérieuse. Encore une fois, monsieur le journaliste, vous savez, l'UDPS auquel nous appartenions, Étienne Tshisekedi et moi-même, parce que je me rappelle, on a eu un peu un accro à deux, lui et moi. Alors, lorsque j'allais le voir, c'était à Bruxelles, pour apprendre un peu ce qu'il là-bas, il me dit, dis-moi, à l'UDPS où nous sommes, toi et moi. Vous comprenez? Il n'avait pas dit, dis-moi, nous sommes en janvier 1988. On revenait de Washington et Canada en décembre 1988. Non, 1991, je m'excuse. 1991. On était à une conférence en 1990 à Washington. Donc, il y a eu cet accord-là. Alors à Bruxelles, je suis allé le voir. Il m'a dit, à l'UDPS où nous sommes, toi et moi. Donc, il m'a tutoyé toujours. Vous avez compris? Donc, à l'UDPS où nous sommes, toi et moi.
Voilà. Voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'on a perdu des pédales dans certains moments. Tout ce que nous avions envisagé, hélas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Non. Nous avons partir du moment que la démocratie a été proclamée au pays. Nous avions des structures du temps de la clandestinité. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait se réunir, et voilà, maintenant, c'est la démocratie. Nous allons mettre sur pied des structures définitives du parti, ensuite désigner des animateurs à la tête de ces structures, hein, et puis commencer à fonctionner légalement. On n'a pas fait ça. D'où nous avons aujourd'hui UDPS X, UDPS Y. Aujourd'hui, il y a se demander de quel UDPS parle. Vous venez de dire qu'il y a l'UDPS. Quel UDPS? Ah, voilà, vous dites UDPS qui se met. Donc UDPS qui se met, c'est ça UDPS qu'on a commencé avec nous. Non? Parce que Tshisekedi était avec nous autres dans un parti qu'on appelait UDPS. C'est pas UDPS qui se met. Hélas. Vous voyez? Comment voulez-vous maintenant trancher des problèmes de l'UDPS qui se met? Il n'a rien de nouveau. Qu'est-ce que l'UDPS a de spécial en tant qu'UDPS qui se met? Rien du tout. Regardez les fagnons, regardez, tout c'est de l'UDPS. C'est du copier-coller. Du copier-coller. Il n'y a rien de l'UDPS qui se dit. Si ce n'est que parler d'UDPS qui se dit. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Vous comprenez? Donc, c'est ça la crise qui vient. Il faut, n'est-ce pas, que nous puissions revoir les choses correctement. Mais aujourd'hui, vous venez de me dire que le fondateur, Lusanga Nguele, s'est autoproclamé premier vice-président. Mais est-ce qu'il y a l'UDPS que nous avons payé à ce moment-là au coffre avec eux? Est-ce que vous pouvez penser dessus? L'UDPS, c'est le Congrès qui définit de tout. Hein? Comment est-ce qu'un individu peut seul s'autoproclamer? Ça ne se fait pas. Vous comprenez? C'est là qu'on a perdu des pédales. Ce n'est plus l'UDPS. Comment ne pas parler de principes, tout c'est ça. Ça, c'est un désordre. Non, c'est tout simplement inadmissible. Que faire, c'est mettre fin à l'existence de tous ces UDPS-là. Non. Hein? Vous vous dites de l'UDPS, tout court, un point. L'UDPS que nous avons commencé est où? Si aujourd'hui c'est l'UDPS qui s'est dit, là-bas c'est l'UDPS X, là c'est l'UDPS Y. Mais l'UDPS qui a commencé, hein, avec Tshisekedi lui-même, c'est l'UDPS là est où? Où? Et tout ça c'est favorisé aussi par la légèreté que l'on trouve au niveau des ministères. On accorde des statuts à des gens comme ça, on dit on reconnaît. Non, ça c'est léger ça. Donc il y a l'UDPS 1.1. Voilà. UDPS 1.1. Comment est-ce qu'un ministère sérieux peut accepter UDPS X, UDPS Y, UDPS... alors qu'il n'y a pas de différence entre toutes ces branches-là. Il n'y en a pas. Regardez ce qu'ils présentent comme s'ils mettent là-bas et tout ça, le même. Ils n'ont rien inventé. Rien de nouveau. Donc c'est pour dire que personnellement, je suis contre tous ces UDPS. Non, ce n'est pas UDPS. UDPS, c'est UDPS, un seul parti, un point. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je voudrais ici m'exprimer de manière tout à fait personnelle sur la révision constitutionnelle. C'est un point important que vous avez soulevé. Et sur ce point-là, que les compatriotes patientent, qu'ils suivent attentivement pas, ce que disent les textes concernant la révision du Constitution. Et se prononceront le moment venu. Jusqu'à présent, je ne vois pas se précipiter. Pourquoi se précipiter? Il n'y a encore rien. Il n'y a encore rien. L'idée est lancée, oui. L'idée doit faire son bonhomme de chemin. Et ensuite, nous allons nous exprimer à ce moment-là. Donc, de la passion.